Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Mettez à terre vos armes, ou alors vous allez faire face à la mort. La chute du régime islamique semble être au cœur des objectifs des États-Unis et d'Israël. Ça va être votre seule chance pour les générations à venir. Trump a déclaré que, je cite, des bombes tomberont partout. Les missiles, on les a trop bien vus. On peut noter aussi qu'une explosion a eu lieu sur l'île artificielle de The Palm à Dubaï. Oh, je me suis chié dessus, ça va ou pas? Notre priorité, c'est la sécurité de nos ressortissants. On est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Bienvenue sur Sud Radio en ce mardi 2 mars 2026. Actualités décoiffantes, militaires, virulentes sont à leur poste. À mes côtés, le lieutenant Maud Koffler. Seulement lieutenant, hein, d'accord. Vous montrez en grade, ma grande, mais attendez, attendez que je crève. Le capitaine Julien Delmas. À vos ordres. Voilà, qui avec sa batterie d'artillerie va vous envoyer des ondes exceptionnelles. Il y a le colonel Galasso qui attend vos appels. Et je vois passer à l'instant le lieutenant-colonel Elvin, qui va lui aussi mettre sur le web tout ce qui va se dire de décoiffant, je vous le disais à l'instant, dans cette émission. Ursula Ostú, c'est même à ça qu'on la reconnaît, la présidente de la Commission européenne, a tout simplement décidé qu'on appliquerait le Mercosur, même à titre provisoire, avant la décision de la Cour de justice européenne, saisie par le Parlement européen, qui voulait s'assurer que certaines clauses sont conformes au droit européen. J'en discuterai à 12h10 avec Benoît Cassard, député européen belge et co-initiateur du projet de résolution. On va quand même voir qu'elle a du culot, cette Ursula. Que faut-il espérer ou craindre pour le Proche-Orient et pour la France de l'offensive israélo-américaine contre le régime des Mollahs? Qui sème le vent, sait-il toujours ce qu'il récolte? On se réjouit de la disparition, évidemment, du tyran Khamenei, mais est-ce que les Américains et les Israéliens ont bien prévu la suite? Nous aurons l'avis autorisé de Fariba Ashtroudi, intellectuelle iranienne et présidente de la fondation Mohsen Ashtroudi, du nom de son père. Proche-Orient en ébullition, voyage de Laurent Nunez à Alger. Où en est-on des relations franco-algériennes? Eh bien, nous en discuterons avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur en Algérie, qui connaît bien ce dossier. Et puis, ma chère Maude, on va parler d'une influenceuse, c'est ça, dans nos perles qui sont diverses et variées. Influenceuses qui sont un peu en panique à Dubaï après les bombardements qui frappent la ville. Des situations très originales. Oui, hein. vous allez voir, c'est assez rigolo, c'est cocasse, c'est marrant. Il y a même le ministre de la Défense italien qui est là-bas. Ah bah vous pourrez en dire un mot dans la foulée, voilà. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Eh oui, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, fait dire Michel Audiard à Lino Ventura dans l'une des plus célèbres répliques du film Tonton Flingueur. Respectueux de sa fonction de présidente de la Commission européenne, nous n'oserons pas la comparaison, mais force est de constater qu'Ursula von der Leyen a purement et simplement décidé que le Mercosur entrera en vigueur sans attendre l'avis de la Cour de justice européenne. En s'asseyant sur la décision du Parlement européen, dont elle tient sa légitimité, de s'assurer de la conformité du dit traité avec le droit européen avant de le ratifier, l'ancienne ministre des Finances d'Angela Merkel se prend tout simplement pour Donald Trump. Elle ose tout, Ursula, c'est même à ça qu'on la reconnaît. Voici une preuve accablante que les États et les gouvernements européens ne disposent plus d'aucune souveraineté en matière d'accords commerciaux depuis l'adoption de l'acte unique en février 1986, si cher au socialiste Jacques Delors, du traité de Maastricht en mai 1992 et du traité de Lisbonne en décembre 2007, vous vous en souvenez, voté dans la panique techno-bureaucratique pour punir le peuple français d'avoir rejeté le traité constitutionnel européen lors du célèbre référendum de mai 2005. Le Mercosur est à coup sûr ou probablement non conforme au droit européen. Et pourtant, pour se plier au diktat du gouvernement allemand qui tient dur comme fer, la très loyale Ursula Gertrude, c'est son deuxième prénom. Moi, je pense qu'elle aurait dû s'appeler Mercedes, privilégie sans vergogne les intérêts de Berlin en crachant, rien de moins, sur ceux des agriculteurs français.
C'est sans conteste l'entorse institutionnelle la plus grave jamais commise depuis la signature du traité de Rome en mars 1957. Ce n'est d'ailleurs pas tant à la présidente de la Commission que nos agriculteurs doivent s'en prendre en premier, mais aux gouvernants et chefs d'État français qui, de démission en trahison, ont accepté de se déposséder des leviers inhérents à la souveraineté du peuple, c'est-à-dire ceux de la démocratie pleine et entière. Même si elle est légale, cette forfaiture ursulienne est la goutte qui devrait faire déborder le vase de Soissons du ras-le-bol anti-européen accumulé depuis les présidences de José Manuel Barroso et de Jean-Claude Juncker, les deux sicaires mercantiles du néolibéralisme financier globalisé qui ont tout fait pour que Bruxelles devienne une succursale de Wall Street. Maintenant, la taulière du boxon atlantiste, c'est Van der Leyen. Comment ne pas, à un tel niveau de mépris pour la France, envisager une sortie de l'Union européenne, non pour enterrer, mais pour sauver le rêve européen, celui de Robert Schuman, son concepteur, celui de Charles de Gaulle serrant la main du chancelier Konrad Adenauer, en obligeant les autres États à repenser une Europe au service des peuples et des nations, non à celui des lobbies et des banquiers. Pour l'heure, Emmanuel Macron, au lieu de bredouiller « Ah, c'est une mauvaise manière qu'elle nous a fait, pas sympa Ursula, elle aurait pu nous prévenir », devrait exiger la démission de Madame Van der Leyen sous menace de ne pas remettre les pieds à Bruxelles. Autant pratiquer la politique de la chaise vide, puisque lorsqu'elle est occupée, c'est cause toujours. Nous ne basculerons jamais dans la grossièreté, tel un Nicolas Sarkozy qui lui balancerait probablement un « Casse-toi, pauvre conne », car ce ne sont pas les manières de Sud Radio. Mais ceux qui croient en l'urgence d'exorciser l'Europe de cette valkyrie teutonique n'hésiteront pas à lui lancer « Va des rétros, Ursulas ». Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. La France est-elle devenue le paillasson de l'Europe, comme l'a vivement regretté l'eurodéputée Céline Imar? Un passage en force, une trahison, les réactions sont sévères. Il faut dire qu'en plein salon international de l'agriculture, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé vendredi que l'Union européenne allait désormais procéder à l'application provisoire du très controversé accord sur le Mercosur, en dépit des fortes réserves exprimées par la France et de la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne par les eurodéputés. On en parle aujourd'hui avec l'eurodéputé belge Benoît Cassard, co-initiateur du projet de résolution pour la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Bonjour Benoît Cassard, merci d'être à l'antenne de Sud Radio. Oui, c'est tombé vendredi en plein salon. D'ailleurs, il y a eu un mouvement de colère des agriculteurs, alors que le Parlement européen, grâce à votre initiative et ceux de vos collègues députés, avait pu obtenir une forme de sursis, le temps de consulter la Cour de justice européenne sur certaines clauses. Madame Ursula von der Leyen est passée en force. Je crois qu'elle en avait le droit, mais on aurait pu penser que par respect pour le Parlement, elle ne le ferait pas. Qu'est-ce qui l'autorise à être aussi arrogante et aussi peu respectueuse du Parlement? Mais effectivement, d'abord on peut regretter cette situation parce que d'une part, on a l'impression que la Commission, avec la complicité du Conseil, roule clairement sur le Parlement alors que le Parlement est là pour défendre et porter la voix des citoyens européens. Deuxièmement, on a l'impression que l'agriculture européenne est devenue le paillasson de l'Europe. Et troisièmement, on a l'impression que la France a été fortement méprisée depuis le début dans ce dossier. Donc l'accumulation des trois événements pose de gros problèmes sur le fonctionnement de l'Europe. Parce que si c'est vrai que d'un point de vue institutionnel, en matière d'application, de mise en application du traité, la Commission a le droit de faire ce qu'elle fait, ça pose quand même une grande question par rapport à l'esprit européen. On ne peut pas en Europe faire l'impasse sur l'avis de la population européenne qui est portée par le Parlement européen. C'est contraire à l'esprit des institutions. Donc ici, en plus, ça pose un gros problème dans la mesure où si dans 15 mois ou dans 18 mois, la Cour de justice européenne donnait un avis en disant que
les traités ne sont pas respectés, que faut-il faire? On va devoir rétropédaler par rapport à nos partenaires d'Amérique du Sud. Ça va donner une image complètement loufoque d'une Europe qui ne fonctionne pas. Le plus sage aurait été vraiment d'attendre l'avis de la Cour européenne de justice et ensuite avancer. Mais ici, on a l'impression que la Commission se précipite, se jette en avant dans une politique qui aujourd'hui montre toutes ses limites. On voit que notre autonomie alimentaire est de plus en plus menacée par ces accords de libre-échange qui sont nécessaires mais qui ne sont plus faits dans de bonnes conditions. Et c'est une grosse inquiétude pour moi et pour mon groupe politique. Vous soulevez un point crucial, Benoît Cassard, justement. Si elle se l'est permis, est-ce que c'est parce qu'elle est sûre d'elle? Alors, je ne vais pas soupçonner la Cour de justice européenne d'avoir déjà confirmé qu'elle validerait le traité dans sa totalité. Pourtant, les clauses sur lesquelles vous avez mis le doigt sont effectivement des clauses polémiques en termes de droit européen. Pour autant, j'ai l'impression que son arrogance est justifiée par sa certitude. Est-ce que le fait qu'elle défende les intérêts de l'Allemagne, j'allais dire, vaut un diktat? C'est-à-dire que les Allemands ont décidé, on se plie. Moi, je crois que le fait que la saisine soit passée est justement la preuve qu'elle ne peut pas être sûre d'elle, parce que aujourd'hui, elle va dresser la susceptibilité des eurodéputés par rapport à son comportement, et je crois que sa démarche risque d'être contre-productive si elle veut que l'accord aboutisse. Aujourd'hui, les gens qui ont voté la saisine sont des gens qui mesurent toutes les limites de cet accord commercial et de ses inconvénients, parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients dans un accord commercial. Mais ici, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des doutes fondamentaux par rapport au principe de précaution, par rapport au cheminement institutionnel de l'accord et par rapport au mécanisme de rééquilibrage qui permettrait, rendez-vous compte, aux pays d'Amérique du Sud de demander des indemnités s'ils ne sont plus capables d'exporter à cause de nos règlements environnementaux. Donc c'est vraiment le monde à l'envers. Et ces principes-là font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'eurodéputés qui doutent, et je pense que l'attitude d'Ursula von der Leyen va renforcer ces doutes et va renforcer l'esprit rebelle du Parlement. Donc je pense que pour l'Europe, on aurait tout intérêt à se calmer, à réfléchir, à laisser faire. On aurait eu tout intérêt à se calmer, à laisser faire les institutions de manière chronologique, plutôt que de se jeter en avant dans une politique qui montre toutes ses limites et qui fait de l'agriculture européenne vraiment le dindon de la farce par rapport à toute la politique européenne de manière générale. Montecofler. Oui, monsieur le député Benoît Cassard, aujourd'hui, il n'y a pas de rétropédalage possible, c'est-à-dire que la France ou les pays qui ne sont pas d'accord avec ce traité ne pourraient pas s'extraire de ce traité, c'est foutu ? Mais dans l'état actuel des choses, effectivement, cela semble compliqué. Par contre, le moment venu, le Parlement gardera quand même le dernier mot. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui va faire que les résistants par rapport à cet accord commercial risquent, et je l'espère, vont se renforcer dans les mois à venir. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir une confusion institutionnelle qui n'est bonne pour personne, en fait. Tout de même, Benoît Cassard, comment en a-t-on pu arriver là? J'ai encore en mémoire les principes du traité de Rome. Là, on a une administration technocratique représentée par la Commission qui, on est d'accord, convenue entre le Conseil des ministres et le Parlement. Mais elle se comporte en exécutif souverain, sans aucune contrepartie. Par quelles étapes différentes cette dépossession du pouvoir au détriment des peuples qui composent l'Europe a pu se mettre en place pour transférer tout à une commission de gens non élus? Est-ce que ce sont différents traités, ces différentes clauses? Ça a été fait progressivement, j'ai l'impression, mais le résultat est catastrophique. Il faut toujours qu'on trouve des équilibres. Vous savez, à un moment donné,
c'est vrai que l'Europe a besoin de leadership, parce que si on doit, pour n'importe quelle décision, avoir l'avis de tout le monde, on ne s'en sort pas non plus. On est 27 États membres et tout ça. Mais il y a quand même un principe fondamental, une réalité fondamentale, c'est que l'Europe repose historiquement sur deux pays fondateurs forts que sont la France et l'Allemagne. Et ma crainte aujourd'hui, c'est que cet axe fort soit mis à mal par cette politique clairement pro-allemande et contre l'intérêt de la France, et que ce soit l'Europe la victime de tout cela. Or, l'Europe est plus que jamais une nécessité dans le monde dans lequel on vit, par rapport aux États-Unis menés par Trump, par rapport aux Chinois qui font du dumping, par rapport à tous les problèmes au Moyen-Orient, comme on voit aujourd'hui. L'Europe est plus que jamais une nécessité, mais si l'Europe veut être solide à l'avenir, on doit reconstituer de manière forte l'axe franco-allemand. Et ici, c'est une erreur stratégique grave par rapport à cela. Et ça ne va pas servir les intérêts européens que de diviser l'axe politique fort entre la France et l'Allemagne. Mais de quelle Europe parlons-nous, Benoît Cassard? De celle de Robert Schuman, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer qui avaient une vision d'une Europe souveraine, ou celle de Jean Monnet, de José Manuel Barroso et de Jean-Claude Juncker, qui ne voyaient une Europe que dans les traités atlantistes, quasiment soumise aux États-Unis pour faire un bloc occidental? Où est la juste mesure pour être vraiment européen et défendre l'intérêt des peuples et des nations qui constitue cette Union européenne? Mais je crois vraiment que l'intérêt immédiat de l'Europe, c'est de reconstituer son autonomie stratégique dans les différents domaines. On voit aujourd'hui ce que nous coûte la dépendance par rapport aux États-Unis pour la défense, par rapport à la Chine pour notre industrie, par rapport à la Russie et au Moyen-Orient pour notre énergie. Donc la priorité absolue de l'Europe doit être aujourd'hui son autonomie stratégique. Et les accords de libre-échange qui fragilisent notre agriculture vont, à l'inverse, conduire à une dépendance supplémentaire. C'est notre dépendance alimentaire par rapport au reste du monde. Et je crois que ça, c'est vraiment la dernière erreur que l'Europe ne doit pas commettre et qu'elle est en train de commettre. On doit reconstituer, assurer la base alimentaire pour nos enfants en ayant des politiques cohérentes pour que nos jeunes puissent reprendre nos exploitations et arrêter de se rendre de plus en plus dépendants du reste du monde. Aujourd'hui, ce système-là montre toutes ses limites. Il faut rebondir de manière urgente et forte. Vous l'évoquiez tout à l'heure, monsieur le député, ce passage au forceps, ce passage en force d'Ursula, c'est assez violent institutionnellement, même si c'est conforme aux textes européens. Est-ce que ça va ressouder au sein du Parlement européen, alors pas du tout les eurosceptiques, je veux pas aller jusque-là, mais des parlementaires qui voudraient réaffirmer la suprématie des peuples et de la représentation des peuples qu'est le Parlement européen sur une commission technocratique? Est-ce qu'on peut rectifier dans les textes le rôle des uns et des autres et quand même conclure, vous l'avez dit, c'est quand même le Parlement et les parlements nationaux qui auront le dernier mot, mais le fait qu'elle ait pu en arriver là, ça va peut-être ressouder, j'allais dire, des députés qui étaient un petit peu dubitatifs sur les véritables enjeux. Ils vont comprendre à qui ils ont affaire maintenant. Mais c'est ça le grand danger, c'est que toute cette séance, tout ce à quoi on assiste, va renforcer les gens qui sont eurosceptiques à un moment donné où on a plus que jamais besoin de l'Europe. Et ça, c'est vraiment ma grande crainte. Aujourd'hui, si on veut survivre dans le monde actuel, on doit avoir une Europe forte et on est en train de tendre la perche à ceux qui démolissent l'Europe au quotidien. Ça, c'est vraiment une grande frustration pour moi parce que dans le groupe Renew, nous sommes les plus européens convaincus et nous devons continuer à construire cette Europe. Mais pour ça, nous devons ramener à bord tous les citoyens qui
qui sont prêts à investir dans une Europe forte et pas tous ceux qui veulent aller démolir l'Europe. On change un tout petit peu de sujet. La situation internationale est extrêmement tendue. Nous sommes en état de guerre au Proche-Orient entre l'Israël, les États-Unis et l'Iran. L'Europe n'existe plus. Elle ne pèse pas. Le président Macron fait des simulacres de réunions d'état-major, mais il n'a pas prise. Ils n'ont pas été consultés. Est-ce que c'est terrible quand on est la deuxième, pour ne pas dire la première puissance mondiale, d'être mis à l'écart ainsi comme ça des grands enjeux internationaux? Mais c'est excessivement perturbant, frustrant et révoltant. Parce que quand on dit qu'on est encore une grande puissance, on est encore une grande puissance en termes de pouvoir d'achat au niveau de notre potentiel économique à l'achat. Mais si ça continue comme ça, ce pouvoir économique va s'effriter parce que si on laisse partir notre industrie, que l'on dépend des autres pour se défendre et pour manger le matin, on ne sera plus longtemps une grande puissance. Donc si on ne parvient pas à restaurer notre autonomie stratégique rapidement, l'Europe va s'effondrer comme un château de cartes. Et comment voulez-vous qu'on pèse aujourd'hui dans les négociations internationales si on n'est pas capable de se défendre, si on n'est pas capable d'avoir notre propre énergie et si demain on n'est plus capable d'avoir notre nourriture, on va devenir des pantins. Est-ce que vous pensez qu'on peut espérer que l'Allemagne, comme vous dites, qui est l'un des deux socles historiques, le pilier de l'Europe, est-ce que les autorités allemandes vont revenir à la raison? Ils vont pouvoir jouer collectif, ne pas d'abord regarder leurs intérêts nationaux et considérer qu'il faut à un moment donné faire des concessions et tenir compte de l'avis des autres pays. Ça ne semble pas en prendre le chemin. Vous gardez bon espoir? Mais je crois qu'à un moment donné, les Allemands vont se rendre compte de cette situation. Parce que vous savez, on parle beaucoup, surtout en France, de la situation de l'agriculture, mais de plus en plus, ce mal qui touche l'agriculture, c'est-à-dire la concurrence déloyale, des normes excessives en Europe par rapport à ce qui est importé, etc., ce mal-là touche progressivement l'ensemble des secteurs et notamment l'industrie. On le voit aujourd'hui à quel point l'industrie automobile européenne est mal partie dans le contexte mondial. Le nombre de voitures produites en Europe sur 20 ans, il a reculé presque de 40%. Donc c'est énorme. Et on voit que ce repli touche de plus en plus de secteurs parce que on est toujours de plus en plus ambitieux au niveau de nos normes en Europe et on n'est pas cohérent par rapport à cette ambition environnementale, par rapport à tout ce qui est importé chez nous. Donc ce n'est plus un problème uniquement d'agriculture, c'est un problème qui va toucher de plus en plus les autres secteurs et à un moment donné, j'espère que l'ensemble des secteurs et donc l'ensemble des pays vont se repositionner et remettre en cause cette politique internationale commerciale tout à fait incohérente. Merci Benoît Cassard. On vous sait impliqué dans le rêve européen et très attentif aux intérêts des uns et des autres. Signé avec des gens comme vous, je pense que l'image de l'Europe serait différente. Nous aurons certainement l'occasion de nous rappeler pour affiner le tir et apporter des précisions sur cette négociation du Mercosur. Merci Benoît Cassard. La guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran va-t-elle avoir des conséquences sur la France? Et vous sentez-vous vous-même concerné, vous qui nous écoutez, par ce conflit? N'hésitez pas à réagir en direct sur Sud Radio au 0826 300 300. On évoquera ce sujet avec Fariba Ashtroudi juste après les perles. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Le procès pour viol du prédicateur et islamologue Tariq Ramadan commence aujourd'hui. Oui. Sans lui. Le philosophe intellectuel islamologue suisse de 63 ans comparaît aujourd'hui devant la cour criminelle de Paris suite à sa mise en examen pour viol. Accusation portée par 3 femmes en 2009 et 2016. L'affaire commence en 2017 avec le dépôt de plainte de Madame Enda El Ayani, ex-militante salafiste devenue adepte de la laïcité. Puis ce seront 2 autres accusations de même nature où l'on parle de violence et de prédation. Tariq Ramadan a été condamné en appel par un tribunal suisse à 3 ans de prison, dont 1 ferme pour viol et contrainte sexuelle. Le procès aura lieu à huis clos à Paris à la demande d'une des victimes qui préfère préserver son intimité. Il ne comparait pas parce que son avocat a signalé qu'il y avait un problème de santé. Il
il y a 2 types de problèmes de santé. Il y a une vraie maladie. Ensuite, il y a l'application du ramadan, comme il s'appelle lui-même. Et donc, il y aurait un affaiblissement de sa santé qui fait qu'il ne comparait pas. Bon, lui crie au complot, évidemment, comme c'est quelqu'un de très polémique. On sait qu'il a pris des positions, j'allais dire, très hostiles à la laïcité, avec le soutien, d'ailleurs, curieusement, de Mediapart, d'Edoui Plenel. Je pense que leurs relations ont dû un petit peu se distendre aujourd'hui, mais on les a vus à un moment donné partager des tribunes et faire des conférences ensemble. Je pense que Edoui Plenel a pris conscience de l'enjeu. D'ailleurs, beaucoup, j'allais dire, de musulmans sincères se sont un peu éloignés depuis de Tariq Ramadan. C'est pas conforme à l'idée qu'on se fait de la probité islamique et d'avoir des comportements de ce genre. Donc, écoutez, la justice va trancher. Complot, oui, bien sûr. Il dit, voilà, comme je suis montré du doigt en permanence par les médias, par là, mais ça fait quand même beaucoup de monde dans beaucoup de pays qui se seraient mis d'accord. Ça sera un énorme complot. La justice tranchera, on en saura plus à la fin du mois. Un autre procès débute aujourd'hui, celui de l'ancien patron des stupes. Oui, l'ancien patron des stupes est jugé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour avoir couvert, ou en tout cas fermé les yeux, c'est la justice qui en décidera, sur du trafic de stupéfiants. François Thierry dirigeait l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, et on lui reproche donc de ne pas avoir réellement réprimé le trafic. Il avait un complice avec lui, un indicateur. Attention, c'est pas justement. Parce qu'un indicateur, ça se protège. Bien sûr, et la justice va décider est-ce que c'est une complicité, qui s'appelle la chimère. C'est Sofiane Ambly, et voilà, on considère que François Thierry a fait preuve au moins de légèreté, d'imprudence ou d'insouciance, au moins, parce que c'est peut-être plus embêtant que ça, mais c'est le procès qui en décidera. Ça la faut toujours mal quand un dignitaire de la police sur un sujet aussi crucial, aussi tragique que le narcotrafic, l'humanité reste humanité, et on a eu chez les gens les plus propres, regardez l'abbé Pierre qui se serait dit, et même les musulmans, le Tariq Ramadan, ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait ce genre de scandale autour de lui. Eh bien oui, mais quand c'est un haut policier français qui est compromis dans cette affaire, on espère que la lumière sera faite et que l'honneur de la police sera rétabli le plus vite possible. Écoutez, non, je n'ai pas honte de me représenter, d'autant plus que le juge n'a pas encore tranché. Dites-moi, Maud, les municipales commencent à devenir un peu compliquées pour la France insoumise du côté de Paris. Vous savez, la France insoumise est tellement proche du peuple qu'elle le séquestre. À Clichy, un colistier de la France insoumise, Ibrahim, qui figure à la 18e place de la liste menée par Léa Druet, vient d'être condamné à 30 mois de prison ferme pour séquestration d'une jeune femme et extorsion, et à 4 mois de révocation d'un sursis antérieur prononcé pour violence aggravée. Les faits remontent au 12 février 2026. La liste de la candidate de la France insoumise ayant été enregistrée et validée par la préfecture, elle ne peut plus être modifiée. Alors Léa Druet a fini par condamner les faits. Elle a mis un petit moment quand même. Pas le colistier, les faits. Mais on va mettre ça sur le compte d'une faute basique de formulation. Elle adresse ses pensées aux victimes quand même. Le titre de la liste Faisons mieux à Clichy n'a jamais aussi mal porté son nom. On a le Puy du Fou. Je suis désolé, mais moi, il y a des tas de gens de gauche, de gens qui vont avec leurs gamins, ils trouvent ça super, ils passent un moment formidable et tout ça. Et je pense qu'on doit porter l'idée qu'on doit avoir un Puy du Fou de gauche. Bon, allez, je balance la formule comme ça. Les balancer la formule. Un internaute nous a beaucoup fait rire au sujet justement de cette formule, de l'hypothèse d'un Puy du Fou de gauche, Perico. Oui, je crois que cet internaute a dit mais pourquoi en créer un puisqu'il existe Gare du Nord. Et que c'est gratuit. Bon, et c'est gratuit en plus. Voilà, allez, on le laisse, on va le prendre sur le ton de l'humour. Non, ce qui m'interpelle, c'est plutôt ce besoin de François Ruffin, pour lequel j'ai la plus grande estime. L'histoire de France, elle est une et indivisible. Alors si on se met à faire des variantes de l'histoire de France, moi le Puy du Fou, je le connais. Alors parce que Philippe de Villiers, évidemment, est très marqué idéologiquement. On a dit c'est un spectacle de droite réactionnaire. J'ai tout entendu sur le Puy du Fou. J'y suis allé plusieurs fois avec mes enfants. On n'est pas spécialement marqué par cette lecture de l'histoire. Il y a eu effectivement des crimes de guerre en Vendée et peut-être un génocide, en tout cas c'est reconnu comme tel, mais le Puy du Fou ce n'est pas que ça. Les Vendéens ont droit de se souvenir de leur passé et de considérer que la Révolution et la République se sont comportés de façon absolument abominable et criminelle. Mais c'est monstrueux, on parle aujourd'hui de Gaza et de l'Iran et de Pol Pot, c'était la même chose.
ce qui s'est passé en Vendée à l'époque. Voilà, c'est l'histoire de France, c'est comme ça, c'est une tâche dans l'histoire de la Révolution. Le Puy du Fou, c'est la mise en scène de spectacles formidables. Il y a un spectacle sur les tranchées, il y a des spectacles de marine, sur les batailles navales. Voilà, c'est un cours d'histoire vivant, c'est le plus beau cours d'histoire que j'ai jamais entendu. Et moi qui suis extrêmement susceptible et méfiant sur les moindres dérives idéologiques, je peux pas laisser dire que c'est un spectacle d'extrême droite ou fascisant. Alors si François Ruffin veut, on peut aussi faire un Puy du Fou du centre mou. Alors on aurait François Hollande qui préparait de la guimauve, par exemple, ou un Puy du Fou animalo-véganiste avec Dominique Guadet, que je sais pas qui sucerait des... Il y a la fête de l'UMA pour ça. Non, mais voilà aussi, c'est comme si on disait la fête de l'UMA est une fête stalinienne avec à la gloire du goulag. Mais quelle connerie. Moi, j'en ai marre. Vous aimez pas le Puy du Fou, vous y allez pas. Vous allez au camping, vous allez manger un McDo si vous êtes fasciné par l'Amérique. Le Puy du Fou, c'est un instant des honneurs et des gloires de la France. Et en tout cas, sur Sud Radio, on laissera passer. Et puis si un jour il y a au Puy du Fou, il y a une dérive, on le dira. Pour l'instant, le Puy du Fou, il y a qu'une chose à faire, c'est y aller regarder. Et je peux vous jurer, et je pense à certains individus, vous en sortez moins con que quand vous y êtes rentrés. Allez. On retourne à l'ambassade. Daniel, avec votre rapatriement militaire, il fait quoi Macron en France? Sérieux, là, débloquez-la, mais c'est une blague ou pas? Les frappes menées à Dubaï ont rendu les influenceuses. Mais j'ai cru que c'était une fake news. On aurait préféré finalement. Alors il y a un drame, c'est la guerre et les victimes civiles qui n'ont rien demandé. Mais il y a peut-être encore plus grave, c'est le risque de rapatriement des influenceurs, cette catégorie intellectuelle et sociale qu'on n'a pas du tout envie de revoir en France, exilée pour des raisons fiscales et qui aujourd'hui chouine en appelant la France à la rescousse. Écoutez-moi ça. On a tous nos passeports ici dans nos TT. Non mais on sait jamais. Et parce que il faut être, je sais pas moi, il faut, si jamais par de châle, il y a une grande guerre, il faut partir. On est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Non mais allô quoi. Alors je lui souhaite aucun mal. Je vais vous le faire. Allô, t'as pas de champ. Mais c'est de ce niveau-là. C'est complètement ça. C'est sérieux ce qu'on vient d'entendre. C'est très sérieux. On lui souhaite aucun mal à Maëva, star de télé-réalité. Ça se respecte ces choses-là. Mais s'il vous plaît, la France a besoin de se réarmer démographiquement et intellectuellement. Exilez-vous ailleurs. Il y a plein de pays faits pour ça. La France, vous la détestez. À la première crise, vous la quittez. À la première guerre, vous la reniez. Donc on prend son yacht et ses loups boutins et ça dégage. Merci. Et pour les auditeurs qui n'auraient pas les réseaux sociaux, vous avez peut-être manqué les autres réactions de ces créatures fascinantes, celles qui demandent aux autres Français vivant à Dubaï si tel café est quand même ouvert ou alors que les autorités demandent à tous les ressortissants de rester confinés, celles qui demandent s'il faut fermer les fenêtres après avoir vu un missile passer, et celles qui juste consacrent une vidéo de plusieurs minutes à se demander ce qui se passe. Oui, parce que quand t'es influenceuse à Dubaï, le reste du monde, tu t'en fous un peu. Ce sont quand même des gens qui militent pour la paix dans le monde en se planquant dans des buildings hyper climatisés, qui sont payés à promouvoir des produits hyper cancérigènes avec des lèvres et des seins hyper gonflés. Je vous avoue que si Gandhi et Mandela avaient ressemblé à ça, le monde aurait basculé depuis belle lurette. Bref, vive la France et bon courage à nos expatriés méritants. Et je pense d'ailleurs à 2 amis qui sont là-bas qui, eux, payent leurs impôts en France. Alors, vous savez ce qui me rassure là-dedans, Maude ? C'est qu'on nous parle en permanence du danger de l'intelligence artificielle. Et je constate que la connerie naturelle se porte bien. Vive la connerie naturelle française, parce que là, quand on a ce genre de spectacle, vous vous rendez compte, je suppose qu'il y aura certainement une délégation de l'URSSAF et du ministère des Finances qui attendra à l'accueil. Ouais, on a vu aussi cette blague-là. Bienvenue en France, à bientôt, bonne journée. On a hâte, oh là là, mon Dieu. Bon, allez, on va en parler d'un sujet un peu plus sérieux qui est lié à ça, bien sûr, c'est la guerre en Iran et les conséquences que cela pourrait avoir en France. On en parle dans un tout petit instant avec Fariba Ashtroudi. Restez bien à l'écoute sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Viol du droit international ou intervention salutaire. Israël et les États-Unis ont eu la peau ce week-end du guide iranien Ali Khamenei et du chef des gardiens de la Révolution grâce à des bombardements conjoints. Des scènes de liesse ont été filmées dans des quartiers iraniens comme si la libération venait. Mais quelle est la suite et surtout comment juger cette attaque et que présager des répercussions? On en parle avec la présidente de la fondation MOA, Fariba Ashtroudi. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Fariba Ashtroudi, merci infiniment d'être en studio avec nous à Sud Radio. Je rappelle votre titre, comme l'a dit Maud à l'instant, présidente de la fondation Moshe Ashtroudi, qui votre papa, vous en aviez parlé quand vous étiez venu la dernière fois. Ce n'est pas que vous tombez à pic, Farida, c'est que l'actualité est ainsi faite que nous avons besoin de l'avis d'Iraniens, bien entendu. Vous connaissez parfaitement la question. Vous avez une idée très précise sur la tragédie iranienne qui dure depuis
trop longtemps. Nous avons appris donc, certains en doutaient, on pensait que Trump bluffait. Nous avons compris que M. Netanyahou a déclenché la mécanique presque de lui-même, que les États-Unis ont suivi. Je vais vous poser une question très simple, très claire. Est-ce que, oui ou non, cette agression et la mort de l'ayatollah Khamenei est bonne, alors immédiatement oui, est bonne à long terme, de façon garantie et sûre pour le peuple iranien? Bien sûr que non, bien sûr que c'est très risqué. Je ne suis pas la seule à le dire ce matin sur l'antenne de... Et on se réjouit de la mort de Khamenei, j'ose le dire moi. Mais évidemment, voilà. évidemment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Non, mais évidemment. Et des mollahs vous savez, qui sont des barbares. Ceci étant dit, c'est trop simple une mort comme ça à la rigueur. Il aurait fallu que ce monsieur... Et beaucoup d'autres, monsieur Égei, qui est toujours là, qui a pris, c'est le chef du judiciaire, Bien qui sûr. a pris la tête qui a mené la répression. Qui a mené la répression et qui pour l'instant siège dans le conseil pour la suite. Ces gens-là doivent être traînés devant les tribunaux par le peuple iranien. Vous auriez voulu à Nuremberg, mais bien sûr, et c'était possible. C'était possible ce matin. La dernière fois, vous me demandiez qui en France, comment la France aurait pu. Ce matin, Monsieur de Villepin a présenté point par point ce qui aurait pu être fait, ce qui devrait être fait maintenant sur France Inter. Et vous voyez, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à être très critique au sein des États-Unis. Au sein, même en Israël, il y a des voix qui s'élèvent, simplement on les entend jamais. Je vais vous donner quelques noms. En Israël, Yossi Malman, journaliste expert des affaires de renseignement, remet la stratégie de Netanyahou depuis des années en question et surtout là. Pour quelle finalité? C'est ce que vous dites. Je donne un autre nom, Avner Cohen, historien critique de la doctrine israélienne, spécialiste nucléaire et grand intellectuel, critique sur l'orientation sécuritaire, l'opacité nucléaire, les mensonges de Netanyahou pour pousser à cette guerre. Donc, aux États-Unis, outre Jeffrey Sachs, qui depuis des années, le grand économiste de Harvard, qui dit c'est un jeu de domino des États-Unis pour effectivement, après l'Irak, après l'Afghanistan, après la Syrie, l'Iran arrivera, et il l'appelle l'empire justifié, c'est exactement ce qui se passe. Il y a le Atlantic Council Expert, spécialiste des renseignements, qui parle d'une aventure extrêmement dangereuse. Donc, vous voyez, là, je ne suis pas porte-parole des Iraniens. Merci de le dire, parce que sur les plateaux télévision, on ne voit que des ambassadeurs du peuple iranien qui parlent au nom des merci beaucoup de le dire, parce que moi, je ne le dis pas. Vous représentez une bien sensibilité. Sûr. Et ça me met hors de moi. Je veux dire, ils viennent, pardonnez-moi, ils pérorent. L'ensemble du peuple iranien a crié le nom du chat, et le chat, le petit chat, il le répète. On me réclame en Iran. Il y a eu plus de 600 morts de civils en Iran au bout de deux jours. Là, avec les bombardements. Absolument. Pendant les 10 jours, les 12 jours. On est bien d'accord. Mais bien sûr, voilà. mais évidemment. Et le petit chat trouve juste l'occasion de présenter ses condoléances de tout cœur avec des mots, le lyrisme qui dépasse l'imagination des 3 soldats américains qui ont été tués. Je le regrette également. Bien sûr. Je regrette toute mort de cette manière, absolument. Donc, encore une fois, je ne suis pas porte-parole du peuple iranien. En revanche, j'ai vécu pendant 3 ans, ces dernières années en Iran. Toutes les illusions que j'avais en pensant toutes les illusions, disons les fausses appréciations que je pouvais avoir sur l'intérieur de l'Iran, aussi bien du côté négatif que du côté, j'allais dire, positif, ont été ébranlées, parce que quand vous êtes sur place, vous voyez à quel point d'abord ce pays est fragmenté, la population est fragmentée. Qu'est-ce que ces gens-là vont faire des 20 millions des gens qui soutiennent M. Khamenei? Qu'est-ce qu'ils vont faire des millions de chiites qui sont à travers le monde et qui sont en train de sortir dans les rues? Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'avais un ami, il a eu l'audace, il y a quelques années,
4 ou 5 ans, de donner une interview directe après la répression de 2019, il me semble. Oui. Direct sur France 5. Un journaliste qui a eu plusieurs prix, qui a été 400 jours dans le mitard. Et de l'intérieur de l'Iran, il a donné, c'est moi qui ai organisé l'interview, sur France Inter avec Fabienne Synthèse, que Dieu ait son âme, il est mort d'un cancer. À l'époque, il disait attention, il faut effectivement combattre ce régime, mais de manière systématique, avec la loi, avec les Nations Unies, parce qu'il y a des cellules dormantes surtout de terrorisme. Ce n'est pas une clique minoritaire. L'Iran, malgré tout, le suffrage universel fonctionne. Est-ce qu'il a été tronqué ou pas? Mais enfin, les chiffres, c'est pas 2% de la population qui détiendrait 98% du monde. Il y a une assise populaire, et l'on sait pourquoi. Exactement comme les islamistes avaient gagné les élections en Algérie en 91. Elle est minoritaire, mais elle est décidée. Elle est beaucoup plus décidée que l'ensemble de la population fragmentée qui sont contre le régime. Et qui ont les mains nues. Ces 20%, on les force, les baïonnettes derrière eux. Est-ce que ça pourrait ressembler, Faripa Stroudi, je dis ça avec évidemment extrêmement beaucoup de prudence. On a l'impression que Netanyahou mène la danse. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui lui a besoin de se maintenir au pouvoir parce que quand il n'y sera plus, il y a des affaires qui le rattrapent. On se demande si Gaza et ça, c'est pas une façon de faire diversion, même s'il est fondé d'attaquer le régime des Mollahs, mais de la façon dont ils le font, et que les États-Unis et Donald Trump, mis devant les faits accomplis, sont obligés de le suivre, et du coup, pour ne pas perdre la face, sont obligés de mettre les bouchées doubles. Mais ce n'est pas avec des missiles que l'on fait tomber un régime, surtout aussi bien installé dans un pays comme l'Iran. C'est ça où on est très inquiet. Mais vous savez, tout le monde le dit, tout le monde est inquiet. Encore une fois, je me base sur ce que disent les Israéliens, même si ces voix sont extrêmement minoritaires. Les Israéliens, à l'intérieur d'Israël, quand M. Eli Barnavi, je l'ai dit sur votre antenne, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, qui a dit que Gaza était au moins un crime de guerre. Absolument. Et il a dit que, étant athée, il ne croit pas en Dieu, mais il croit au diable, et que Netanyahou est le diable personnifié. Donc, je ne parle pas de mon fait. Ce que je pense, à la rigueur, n'a aucune importance. Qui suis-je? Je veux dire, je garde mes appréciations pour moi, ou je les écris dans mes livres, quand je les temps du recul pour faire le pour et le contre. Comme ça, parler sur, vous savez, avec l'émotion, avec... Mon émotion va à mon peuple. À chaque fois que j'en parle, j'ai la gorge serrée. Ça va à mon jeune membre qui m'a téléphoné 2 minutes en disant on est en train de partir parce qu'il y a eu 4 explosions dans notre quartier et nos voisins sont morts. On est en train de partir dans le... Mon émotion ne peut aller qu'à... Mon émotion va aux écolières qui ont été 120 écolières. Alors on dit les chiffres ont été exagérés par la République islamique. Disons 20 écolières, peu importe le nombre des gamines qui sont mortes pour rien. Donc effectivement, je pense qu'ils poussent à chaque fois qu'il y a une possibilité. La dernière fois, c'était pareil. Ils étaient en train de discuter et ils ont attaqué. Ils pourront faire comme le Hamas à Gaza, mettre des lieux de santé en première ligne pour recevoir justement des attaques qui tueraient les innocents. Totalement. Surtout que il aurait fallu depuis des années tenir tête contre ce régime. Bilan des interventions de l'Occident, on va dire en général. Irak, cauchemar. Libye, cauchemar. Syrie, cauchemar. Afghanistan, formidable. Il y a un intellectuel américain qui a dit « Nous avons mis 4 ans et 4 milliards de dollars pour dégager les talibans, pour finalement les ramener au pouvoir. » Absolument. Est-ce qu'on peut avoir un scénario afghan en Iran? Mais malheureusement, quand Netanyahou, quand Trump, qui dit tout et son contraire en disant j'ai trois candidats
de l'intérieur. Je l'ai dit la dernière fois. Dans le fils du chat qui envoie... Non, il a dit de l'intérieur. Donc c'est des gens de l'intérieur. Pour l'instant, il n'a pas parlé du fils du chat. Le fils du chat dont on sait qu'il est... Alors le fils du chat, c'est M. Netanyahou qui a investi énormément d'argent, je l'ai dit, ça a été dit dans Haaretz, etc. À la rigueur, s'il était vraiment capable d'un changement de régime dans le calme, pourquoi pas? C'est pas le cas. Il est derrière en disant bravo que les bombes tombent et que moi j'aille après, je sais pas faire quoi. Et là on appelle les Iraniens à soulever de partout, de Tel Aviv, de Washington, allez-y. Personne ne bougera en Iran. Ils l'ont dit, ils ont carrément dit, vous venez dans la rue. Là, on m'a encore dit, justement notre membre qui a pu m'appeler en disant vous n'avez pas idée de la terreur. Est-ce qu'à la rigueur, ils auraient fait cette attaque-là pendant que le peuple iranien se soulevait il y a quelques semaines, aurait été plus opportun, plus pertinent qu'aujourd'hui? Évidemment, personne ne comprend. Ça veut dire qu'ils veulent garder ce régime quelque part. Ça veut dire que, sans qu'il le sache, ou peut-être il le sait et il en a rien à fiche, le fils du chat est j'allais dire, une marionnette brandie pour les fins donc on ne connaît pas ce qui va en sortir, parce que vous pouvez avoir des idées, ça va se passer comme ça, et quand ça déraille. On est au bord d'une guerre civile. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères français l'a dit, il faut vraiment que ça s'arrête, parce que une déstabilisation de l'Iran, c'est la déstabilisation de toute la région, et en ce moment, mon pays est en train de... Je veux dire, quand je vois les destructions, je n'ai pas à parler de ma vie personnelle, mais je pense que tous les Iraniens en ce moment, de quelque bord qu'ils soient, à moins qu'ils soient vraiment inconscients, on ne dort pas bien, on ne peut pas être tranquille. On est en deuil permanent depuis des années et des années. Et moi, j'ai recommencé un nouveau deuil, parce que je sais. Il y a eu déjà, je ne sais pas combien d'AVC, c'est évident. J'ai connu 12 jours de bombes, vous n'avez pas idée. Je ne pouvais pas imaginer un bruit pareil. Avec ce côté révoltant que souvent les ordres sont envoyés de gens qui sont tranquillement planqués dans leur bureau et qui appellent le peuple à se soulever. Fariba Stroudi, merci. On va certainement avoir l'occasion de se reparler, parce que je pense que la situation va évoluer en pire ou en mieux, on espère. On aura besoin de votre témoignage. Évidemment, nous exprimons notre solidarité au peuple iranien, à toutes les victimes de cette tragédie qui n'a que trop duré depuis 40 ans et là depuis quelques mois, à cause de la folie des uns et des autres. Merci de votre présence et je vous dis à très bientôt. Vous restez avec nous, parce que je vais recevoir Xavier Driancourt, ancien ambassadeur d'Algérie. Nous allons parler, évidemment, on va faire un tour sur du côté du Proche-Orient. J'ai besoin d'avoir son avis sur la position de la France et de l'Europe, qui sont totalement ignorés et isolés. Et est-ce que le voyage de Laurent Nunez à Alger permet d'espérer une amélioration des rapports entre Paris et Alger? Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous avez évidemment un avis sur la question. Emmanuel Galasso prendra votre appel et Xavier Driancourt y répondra. Merci, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, écoutez le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h04, nous sommes le mercredi 2 mars 2026 et j'ai l'honneur de recevoir dans ce studio Xavier Driancourt, qui est un diplomate français, je me permets de dire un grand diplomate, parce que c'est un homme d'expérience. D'abord, il connaît le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay de l'Intérieur, puisqu'il en a dirigé l'administration, il en connaît le fonctionnement, et puis en tant que diplomate proprement dit, il est allé en Malaisie, en Australie, et surtout, il a été ambassadeur de France en Algérie durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il a vu la fin de la présidence Bouteflika et le début de la présidence d'Abdelajil Tebboune. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être dans ce studio. Je rappelle à nos auditeurs qui sont évidemment concernés, soit qu'ils ont eu un lien avec l'Algérie, soit qu'ils sont d'origine algérienne, soit qu'ils souffrent de la situation que nous vivons, qu'ils nous appellent au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prendra votre appel et Xavier Driancourt se fera bien entendu un plaisir et un honneur de répondre à leurs questions ou à leurs interpellations, parce que nous sommes ici dans un discours libre, nous sommes dans le parlons vrai et on peut tout se dire pourvu qu'on reste correct. Je disais donc, monsieur l'ambassadeur, merci d'être présent dans ce studio. L'actualité nous a rattrapés. Là, je fais appel aux diplomates, pas forcément le spécialiste de l'Algérie.
que vous inspire cette situation internationale où on a Netanyahou, Israël qui attaque en premier, l'Amérique suit, Donald Trump, on envoie des missiles sur Téhéran, dans le but de faire tomber un régime, même si on n'est pas spécialiste de l'Iran, on se dit qu'on va faire tomber un régime avec des missiles balistiques, et on a à côté de ça une Europe qui est mise à part, mise sur le côté, un président de la République française qui réunit son Conseil de défense, mais pour constater qu'on ne peut rien faire. C'est une situation, j'allais dire diplomatiquement, inédite. À vos yeux, à votre époque, ça se passait pas comme ça. Vous êtes gentil, mais non, je dis pas complètement inédite, parce que ça fait sur plusieurs dossiers que l'Europe est un peu mise à l'écart ou considérée comme spectateur. Ça n'a fait que se dégrader. Regardez, je prends deux dossiers. Le dossier ukrainien d'une part, où l'Europe et les dirigeants européens se plaignent régulièrement d'être mis à l'écart par Trump et par Poutine. Les pourparlers ont lieu à Genève, ont lieu à Washington ou ailleurs sans que l'Europe ait son mot à dire. Et nous, on organise une coalition des volontaires, comme on dit. Et un deuxième dossier dont on ne parle pas du tout, mais qui nous concerne au premier chef, qui est le dossier du Sahara occidental, où l'Algérie et le Maroc sont en guerre, en conflit depuis 1975, donc vous voyez, depuis 50 ans, et les pourparlers se tiennent à Washington entre le Front Polisario, le Maroc et l'Algérie. Rappelez-nous le contexte, c'était l'ancien Sahara espagnol. C'est l'ancien Sahara espagnol, le roi Hassan II considère que c'était une colonie espagnole, et en 1975, au moment de la guerre, de la mort de Franco, le roi Hassan II a organisé la fameuse marche verte et a mis la main sur le Sahara occidental. Et depuis lors, l'Algérie conteste cette appropriation par le Maroc. Juste un point historique. Hassan II était plutôt, il le faisait plutôt légitimement. Ce territoire avait appartenu au royaume marocain ou tout ça est plus compliqué. C'est toute la question des frontières entre l'Algérie et le Maroc qui est derrière cela. Et Hassan II avait essayé, de la part de la France coloniale, de la part de la France qui avait l'Algérie encore à l'époque, et ensuite de la part de l'Algérie indépendante, de rectifier la frontière entre l'Algérie et le Maroc au profit du Maroc, notamment dans cette région du Sahara occidental ou du Sahara algérien, la région de Béchar. Il n'a pas réussi et en 1975, il s'est dit, il y a une occasion trop belle là de revendiquer, de m'approprier le Sahara espagnol. C'était la dernière colonie. Je précise à nos auditeurs que si nous revenons sur cet aspect historique, c'est que c'est au cœur de l'enjeu de la divergence algéro-marocaine. Et la France, si elle choisit l'un, elle se fâche avec l'autre. Si elle choisit l'autre, elle vexe l'un. C'est à l'origine de la crise actuelle avec l'Algérie, puisque c'est la reconnaissance par le président de la République il y a un peu plus d'un an, en juillet 2024, de la marocanité du Sahara occidental qui a généré la rupture avec l'Algérie. Alors que la gauche française soutenait plutôt le Front Polisario, qui était soutenu par l'Algérie. La position française est une position d'équilibre entre l'Algérie et le Maroc. On sentait bien qu'il y avait des sympathies. On renvoyait à l'ONU. Il y avait des sympathies pour le Front Polisario. Nous étions membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc on disait aux Marocains, voyez avec l'ONU. On disait aux Algériens, on va voir avec l'ONU. Mais en réalité, on était plutôt pro-marocain déjà, mais sans le dire. Donc Xavier Griancourt, Emmanuel Macron franchit le Rubicon en reconnaissant la marocanité de l'ancien Sahara espagnol, qui donc pour lui est une possession marocaine, algérienne, qui n'est pas une possession marocaine. Friction avec Rabat. Donc, avec des grosses tensions diplomatiques, Mohamed VI disant « mais je suis pas du tout ami avec Macron » dans une conférence de presse. Aujourd'hui, ce geste pro-algérien de la part du gouvernement français a-t-il permis, j'allais dire, d'assouplir, d'attendrir un petit peu nos relations avec Alger? Le geste, vous parlez de quel geste? Le geste de reconnaître la marocanité. Le geste pro-marocain. Pro-marocain, est-ce que ça a permis vous avez dit pro-algérien. Oui, alors pro-marocain. Non, pro-marocain, est-ce que ça a crispé davantage la relation avec l'Algérie? Oui, parce que
le président de la République a reconnu le plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental le 30 juillet 2024 et le lendemain 1er août, le président Tebboune, algérien, a rappelé son ambassadeur à Alger. Et depuis le 30 juillet 2024, il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Paris. Donc la réaction a été immédiate. Alors ce qu'il faut noter, ce qui est intéressant, c'est que nous ne sommes pas le seul pays à avoir reconnu le Sahara marocain. L'Espagne, la Grande-Bretagne ont fait la même chose, mais n'ont pas été sanctionnés par Alger. Alors il n'y a pas de contentieux entre ces pays. La France est le seul pays à être sanctionné par Alger. Donc vous voyez bien la particularité de la relation franco-algérienne. Et on y vient, il n'y a pas de contentieux entre ces pays, des contentieux historiques entre ce pays et l'Algérie. Il y en a un entre la France et l'Algérie. Et là, le gouvernement algérien a considéré que c'était un crime de lèse-Algérie que d'avoir reconnu la marocanité. Je pense qu'il s'est senti un peu trahi ou lésé par le président de la République. Il avait eu le sentiment que depuis 2017, la France avait une politique et une position pro-algérienne. Est-ce que vous pensez, monsieur l'ambassadeur, que si Emmanuel Macron a donné raison au Maroc dans le dossier du Sahara occidental, c'est parce que justement il considérait qu'il n'y avait plus rien à tirer du gouvernement algérien, que la porte était fermée, qu'il n'y avait plus de dialogue? C'est un petit peu mon interprétation. Je crois que le président de la République avait fait en 2017, et on se souvient tous de sa fameuse phrase sur la colonisation, qui est un génocide, qui est un crime contre l'humanité. Il avait fait dès 2017 le pari de l'Algérie. Je pense que le président de la République s'était dit que dans le fond, lui réussirait là où ni De Gaulle, ni Mitterrand, ni Chirac n'avaient réussi, c'est-à-dire rétablir une relation normale, apaisée, réconciliée avec l'Algérie. Et puis, donc, il a fait pour cela tout un certain nombre de gestes, les gestes mémoriels, comme on dit, la réhabilitation de Maurice Audin, de Larbi Ben Midi, etc., le rapport Stora, donc beaucoup de gestes. Et puis, effectivement, il a vu, comme vous l'avez dit, que l'Algérie ne répondait pas. Et l'Algérie ne nous renvoyait pas l'ascenseur. Et que pire, l'Algérie instrumentalisait la communauté algérienne de France, ou une partie d'entre elles, que l'Algérie a soufflé sur les braises au moment des émeutes des banlieues en juillet 2023, après la mort du jeune Naël. Donc j'ai un petit peu l'impression qu'effectivement il s'est dit, dans le fond il n'y a rien à attendre d'Alger, alors qu'au contraire, du côté du Maroc, avec lequel nous étions aussi brouillés, parce que nous avions réussi la performance de nous brouiller et avec l'Algérie et avec le Maroc, on s'est dit à Paris que dans le fond il y avait plus à attendre du côté du Maroc. Je suis avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie et quand même spécialiste de la diplomatie française dans le monde aujourd'hui. Nous parlons du désaccord franco-algérien. Nous allons essayer de décrypter les tenants et les aboutissants. Il y a eu des époques meilleures. Là, on est vraiment dans une situation plus tendue. On va voir si le voyage de Laurent Nunez peut permettre d'ébaucher un espoir. Appelez-nous au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont liés à l'Algérie de façon affective, historique, de l'origine. Peut-être vous-même, vous êtes algérien, vous écoutez Sud Radio. Et puis bon, je pense à tous ceux qui ont vécu en Algérie. On aimerait bien, je suppose, à un moment donné, trouver une solution, un apaisement qui ne dure que depuis trop longtemps. Si vous avez un état d'âme, une opinion, une idée à émettre, si vous avez une question à poser à Xavier de Driancourt, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, donc un homme expérimenté qui a de la mémoire et qui parle librement de la réalité de la situation. Nous essayons de décrypter avec lui une situation qui est compliquée, même les observateurs les plus patentés ont du mal à apporter une conclusion. Est-ce qu'on va pouvoir enfin rétablir une relation assainie avec l'Algérie? Appelez-nous au 0826 300 300 et monsieur l'ambassadeur répondra à votre question. Xavier Driancourt, il n'y a pas eu toujours que des périodes de tension. Il y a eu à un moment donné, depuis l'indépendance, depuis 62, des liens
j'allais dire, plus cordiaux, plus amicaux avec l'Algérie. À quel moment en particulier ? Dans le fond, il y a eu deux périodes. Il y a eu la période immédiatement après l'indépendance, c'est-à-dire la période du septennat de Charles de Gaulle. Avec Ben Bella lui-même ou non ? Oui, où là on voulait tourner la page de la guerre, et puis très sincèrement, je crois, chez le général de Gaulle, comme ensuite chez Georges Pompidou, la volonté de construire quelque chose de nouveau, d'inédit avec l'Algérie. C'est clair. Et puis ensuite, il y a eu les premières difficultés, je dirais, qui sont venues avec la crise pétrolière en 73. Valéry Giscard d'Estaing, ça a été un septennat très compliqué avec l'Algérie. Et les premières difficultés, la montée de l'islamisme en Algérie, les premières difficultés liées au regroupement familial, à l'immigration à ce moment-là. Et dans le fond, la deuxième période où vraiment il y a eu une fenêtre de tir, si je puis dire, c'est la période 95-2005, la période de Jacques Chirac. Jacques Chirac d'un côté, Abdelaziz Bouteflika de l'autre, même génération. Ils avaient tous les deux fait la guerre d'Algérie, ils se comprenaient, s'appréciaient, et là il y a eu véritablement une période où du côté français, comme sans doute du côté algérien, d'ailleurs il y a eu la seule et unique visite d'un président algérien à Paris. Absolument. En 2000. Visite officielle, le président Bouteflika a fait une visite d'État avec un discours à l'Assemblée nationale française. Il y a eu donc dans cette période une volonté de normaliser la relation. Et Jacques Chirac, faut le rappeler, d'abord aimait bien l'Algérie, avait fait la guerre et est allé 3 fois à Alger en tant que président de la République. Bien sûr. Donc, et puis ça s'est arrêté en 2005 avec le vote à l'Assemblée nationale française de ce qu'on a appelé l'amendement Van Est, du nom d'un député du nord de la France, monsieur Van Est. Et cet amendement, adopté nuitamment en février 2005, recommandait à l'éducation nationale française d'enseigner l'histoire de la colonisation en Afrique du Nord. Cet amendement est passé inaperçu et 8 jours après, les historiens français comme algériens ont découvert l'amendement et ont qualifié cela d'amendement sur les bienfaits de la colonisation, alors que ce n'était pas sur les bienfaits de la colonisation, mais il s'agissait simplement d'informer, d'enseigner à l'école cette période coloniale qui n'a pas été qu'une période de crime. Et là, tollé en Algérie, en France, et ça a été la première vraie rupture et la fin de cette période positive Chirac-Bouteflika. Alors très précisément, monsieur l'ambassadeur, je me souviens du voyage de Valéry Giscard d'Estaing en Algérie, qui était, je crois, le premier voyage d'un président de la République, avec ce début de son discours, la France historique salue l'Algérie indépendante. Oui. Ça n'avait pas plu aux Algériens. Non, et alors quand il y a eu la visite officielle du président Bouteflika à Paris, je me souviens d'anciens militants de l'OAS qui disaient voir le drapeau du FLN pavoiser la totalité des Champs-Élysées de Paris, ça leur faisait mal au cœur, comme quoi les plaies sont encore ouvertes. Est-ce que vous pensez, monsieur l'ambassadeur, après on viendra à l'actualité, je voudrais repositionner le débat, est-ce que, sans parler de Nuremberg, est-ce qu'on aurait dû faire un point historique à un moment donné entre les deux pays sur les erreurs, les crimes qui avaient été commis, l'abandon des harkis qui a été une tragédie, il y a eu des meurtres des deux côtés, est-ce qu'il était bon de faire nettoyer le passé ou c'était impossible, c'était encore trop tôt, même en 70, même en 80, d'aborder des questions tellement douloureuses, où il y avait eu tellement de crimes, que ça n'aurait pas pu être fait de façon opposée. Je parle de la question à l'ambassadeur qui a connu sur le terrain, c'est des questions que vous avez dû vous poser vous-même et qu'on s'est posé au Quai d'Orsay. Je crois que justement dans la période Chirac-Bouteflika, cette possibilité existait. Mais elle se heurtait très rapidement, il faut pas l'oublier, c'est le cas encore aujourd'hui, elle se heurtait très rapidement à la nature du système politique algérien. C'est-à-dire le régime algérien, qui n'a pas de légitimité démocratique, tire sa légitimité et sa crédibilité
du discours anti-français et de sa lecture de l'histoire qu'il fait en permanence. Donc voilà, cette volonté de faire un reset, en quelque sorte, une mise à plat des problèmes historiques, mémoriels, elle se heurte à cette réalité qui est la nature du pouvoir algérien. Rappelons, monsieur l'ambassadeur, qu'en 1991, le Front islamique du salut, le FIS, gagne les élections législatives, que l'armée fait un coup d'État avec le soutien des démocraties occidentales qui considéraient qu'il était impossible de laisser le pouvoir algérien aux mains des intégristes musulmans. Mais il faut rappeler qu'à ce moment-là, François Mitterrand, président de la République, a fait part de ses réserves. Bien sûr. Il demandait que le processus électoral aille à son terme. Donc vous voyez, on est là, comme à propos de l'Iran tout à l'heure, on est dans une période de lecture de l'histoire où on passait un petit peu à côté de... Où on peut contrarier un suffrage universel au nom de la morale et de la liberté. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il y a au sein du gouvernement algérien, de l'exécutif algérien et même du FLN, quand même une faction, comme il y a dans certains régimes un peu totalitaires, une faction qui aimerait une amélioration des relations avec la France? Oui, non pas une faction, mais il y a des hommes, il y a des individus. J'ai certains noms en tête, mais... pour ne pas leur créer de difficultés, je ne vais pas les citer. Des hommes de bonne volonté. Il y a des hommes de bonne volonté, y compris au FLN et y compris dans le pouvoir algérien. Et du reste, j'en ai certains qui m'envoient souvent des signaux ou des petits signes après. Petite parenthèse, le parti a encore la main, le parti officiel. Non, c'est plus aujourd'hui, c'est plus le FLN du temps de Boumedienne et de Bouteflika. Aujourd'hui, c'est l'armée, c'est un mélange de ce qu'on appelle le système algérien. C'est pas réellement ce n'est plus le parti unique de Boumedienne, le FLN. Ce n'est plus le parti dominant FLN de Bouteflika, c'est un régime policier, militaire, mais il y a des hommes de bonne volonté à l'intérieur de ce système, mais le système lui-même, encore une fois, la nature du système, il vit de son discours anti-français. Donc, la rente mémorielle, le président de la République avait parfaitement raison quand il a utilisé ces termes. Et chez nous, le devoir de repentance exigé par une certaine gauche intellectuelle qui n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Par une faction des intellectuels et demandé ou exigé de plus en plus par l'Algérie. Et justement, je reviens à l'amendement Van Est de 2005, c'est le point de départ de la mutation intellectuelle algérienne. C'est-à-dire que jusqu'en 2005, dans le fond, il ne parlait pas trop de repentance. Mais c'est à partir de 2005 que, notamment le secrétaire général du FLN de l'époque, Abdelaziz Belradem, a parlé de repentance et a fait voter à l'Assemblée populaire nationale algérienne la première loi sur la criminalisation de la colonisation. Et Bouteflika a mis le holà en disant non, c'est pas la peine de provoquer les Français avec une loi sur la criminalisation de la colonisation, alors que Tebboune l'a fait voter le 24 décembre 2025. Avec ajout dans l'hymne national algérien d'une strophe particulièrement violente pour la France. Nous sommes avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger. Nous décryptons la situation, la réalité. Nous essayons de voir si on peut espérer un jour une amélioration historique et politique et culturelle entre nos deux pays. Appelez-nous au 0826 300 300. Je sais que parmi vous, des gens sont concernés, touchés, interpellés, et que si vous avez envie d'intervenir, de donner votre avis ou de poser une question, eh bien, Xavier de Driancourt se fera un plaisir d'y répondre. À tout de suite sur Sud Radio. La France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, un homme qui a de l'expérience. Monsieur l'ambassadeur, vous parlez doctement, mais on sent que vous avez des convictions et surtout une expérience qui vous autorise à affirmer certaines choses. Je discutais avec vous hors antenne, quelle était la meilleure des formules. Est-ce que ce que Bruno Retailleau a essayé d'instaurer comme rapport entre la France et l'Algérie était une voie à explorer, ou faut-il en revenir à la conciliation, le consensus permanent tel que prétend le mener Laurent Nunez? Là, c'est un diplomate qui va me répondre. Je pense que vous allez me répondre en termes diplomatiques. Pourtant, ce sont deux approches très différentes de la relation avec l'Algérie.
Non, je ne suis plus diplomate, alors je n'ai pas à utiliser le langage diplomatique. Je pense, et je l'ai souvent dit et écrit, que la méthode dite Retailleau était la bonne. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat. La méthode dite Nunez, le seul résultat, c'est le voyage à Alger. Oui. Mais il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de reprise des OQTF, etc. Mais je pense que la méthode dite Retailleau était la bonne parce que les Algériens, l'Algérie, il ne faut pas l'oublier, n'a pas été formée ou formatée par 132 années de colonisation française, mais elle a été plutôt formée et formatée par 50 ou 60 années de système soviétique brejnevien, et que l'armée, les services de renseignement, les différents services de sécurité ont été formés en URSS, dans l'URSS stalinienne, brejnevienne, khrouchtchevienne, etc. Rappelons le nom officiel, République algérienne populaire et démocratique. Tout à fait. On est sur un concept. Et donc, ils comprennent, ils sont sensibles au rapport de force. Et quand nous voulons être trop sympas avec eux, si je puis dire, leur taper dans le dos, ils nous prennent pour faibles. Quand nous voulons taper du poing sur la table, ils nous prennent pour arrogants. Donc il faut trouver un juste milieu, et je pense que Bruno Retailleau avait la bonne approche vis-à-vis de l'Algérie, mais malheureusement elle n'a pas été soutenue par le Premier ministre, par le président de la République, ministre qui était François Bayrou, ni par Emmanuel Macron, et même pas par le ministre des Affaires étrangères. Non, qui disait le contraire publiquement. Or, Bruno Retailleau, on le savait à l'époque par les sondages, avait le soutien majoritaire de l'opinion française. Oui, tout à fait. Et donc là, il y avait une fenêtre également, mais il fallait montrer une certaine unanimité du côté français. Le plus étonnant, c'est que Monsieur Retailleau a mis en œuvre, ou essayé de mettre en œuvre cette méthode, et puis au mois d'août dernier, 2025, le président de la République a écrit une lettre au Premier ministre en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez rien obtenu avec l'Algérie, il faut utiliser une méthode forte », alors que lui-même avait contrecarré les efforts de son ministre de l'Intérieur. Sifi Grieb, le Premier ministre algérien, est un homme qui a de l'influence ou c'est le Premier ministre algérien, non. Il n'y a pas dans ce gouvernement ni le ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre algérien actuel, c'est un wali, et le ministre de l'Intérieur est l'ancien wali d'Oran. Voilà, ce sont des hauts fonctionnaires. Non, les hommes qui comptent, c'est le président Tebboune, évidemment, et son chef d'état-major de l'armée, le général Chengria. Ce sont les deux qui tiennent le pays. Les autres ne comptent pas, sont des exécutants. Et ils tiennent le pays, un pays avec une jeunesse qui est là, qui veut en découdre, qui a de l'espoir, qui souffre, qui émigre, qui s'enfuit. Une jeunesse qui représente 70% de la population, donc qui est aussi un élément extrêmement important dans la population. Un pays avec un passé, une culture, un potentiel, j'allais dire, considérable. Ça devrait être, si des erreurs n'avaient pas été commises dès 1962, l'Algérie, ça devrait être la Californie de l'Afrique. C'est ce que disent. Ils ont la Méditerranée, la mer, la montagne, le désert, des paysages fabuleux, des vignobles, des régions agricoles. Ils ont tout, l'espace. Ça devrait être la Californie de l'Afrique. En réalité, les choix économiques faits à partir de 62, encore une fois, dans une optique socialiste soviétique, ont massacré ses espérances. Mon ancien patron et regretté Jean-François Kahn, qui avait été correspondant du Monde, que j'avais reçu à Alger, du reste. Tout à fait, me dit, c'est rare que j'utilise cette expression, peut-être un ou le plus beau pays du monde dans sa diversité et surtout un art de vivre qui était formidable. Xavier Driancourt, aujourd'hui concrètement, si vous n'êtes pas aux affaires, la question est bateau, et si vous étiez nommé ministre des Affaires étrangères ou ministre de l'Intérieur, quelle est aujourd'hui la conduite, je ne vais pas dire la plus efficace, la intelligente qu'il faudrait mener avec l'Algérie? Est-ce qu'on peut mettre tout à plat, leur dire maintenant on va se fâcher? Je vais faire allusion immédiatement aux accords de décembre 68. Ils sont caducs, il faut les réviser, il faut les améliorer, ou ils n'ont plus lieu d'être? Ils n'ont plus lieu d'être.
Je crois qu'il faut, et je l'ai là aussi écrit, puisque c'est moi qui ai publié de façon une note très courageuse et très précise. À la Fondapol, je le dis pour les auditeurs de Sud Radio. Il y a bientôt 3 ans, et je pense qu'ils pouvaient se justifier en 68. Encore une fois, on était dans cette période post-indépendance où volonté de Gaulle, où le général de Gaulle voulait construire quelque chose de nouveau avec l'Algérie. Il ne faut pas oublier que les accords d'Évian établissaient une liberté de circulation entre la France et l'Algérie. Liberté de circulation totale parce que on pensait au moment des négociations d'Évian que les pieds noirs resteraient en Algérie. Et donc il fallait qu'ils puissent rentrer en France. On parlait de petits Commonwealth français, Voilà. Et en 68, on s'est aperçu que les pieds noirs étaient tous rentrés massivement en juillet 62 et que donc la liberté de circulation ne valait que pour les Algériens. Et 68, on commence à entrer dans les périodes de, j'allais dire, la fin des 30 glorieuses. Donc, à ce moment-là, on négocie un accord avec l'Algérie qui, d'une part, supprime la liberté de circulation reconnue à Évian et, d'autre part, établit ou donne un certain nombre d'avantages en contrepartie, d'avantages sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais il y a toute une série d'avantages qui sont donnés aux Algériens et non aux autres nationalités, qui sont la contrepartie de l'abandon de la liberté de circulation. Et ça se comprenait en 1968. Aujourd'hui, avec le contexte politique, le contexte migratoire, ces avantages accordés aux Algériens n'ont plus lieu d'être, il faut le dire. Et d'ailleurs, après la publication de cette note à la Fondapol, toute la classe politique française s'est ralliée à ce point de vue, de Marine Le Pen à Gabriel Attal, en passant par Édouard Philippe. Vous voulez dire qu'on pourrait peut-être envisager son abrogation, ou en tout cas sa réécriture totale sur des bases. Je pense qu'il ne faut pas renégocier, parce que les Algériens ne se prêteront pas au jeu de la renégociation. Le président Tebboune l'a suffisamment dit, notamment dans une interview au Figaro en décembre 2023, où il a dit « Nous avons droit à 132 années de visa ». On voit bien le sous-entendu. Oui. Vous nous avez colonisé 132 années, donc nous avons droit à 132 années de visa. Voilà. Donc la renégociation, ce sera très compliqué, quelle que soit la bonne volonté de M. Nunez ou de M. Barrot ou des ministres en charge. Donc ceux qui n'ont jamais colonisé doivent continuer à payer le prix de la colonisation. C'est cette logique-là dans une repentance permanente. Xavier Driancourt, le général de Gaulle, lorsqu'il discute avec son ministre Alain Peyrefitte de la nécessité de l'indépendance de l'Algérie, alors qu'on sait qu'il était arrivé au pouvoir en 1958, justement dans un contexte extrêmement tendu, avec un mouvement déjà des premiers mouvements des militaires algériens, il dit « on n'a pas le choix ». Si nous gardons l'Algérie au sein de la France, la démocratie française s'étendra totalement aux institutions algériennes et nous aurons un nombre de représentants algériens à l'Assemblée nationale et dans le pays qui fera que mon village ne sera plus Colombey les 2 églises, mais Colombey les 2 mosquées. Cette phrase était une pirouette ou c'était une phrase visionnaire? Est-ce que aujourd'hui on peut se poser encore la question? Est-ce que la formule Colombey les 2 mosquées est une réalité qu'on peut envisager dans certains territoires français? C'était une formule, vous dites une pirouette, mais c'était une formule dans le discours du général de Gaulle. Mais il faut regarder la démographie des 2 pays. L'Algérie, en 1962, avait 9,5 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle en a 46 millions. Qui serait citoyen français à part entière. Qui serait citoyen français à part entière. Si l'intégration de l'Algérie dans la République française, comme l'avait envisagé de Gaulle dans son discours du 16 septembre 59, il parlait de francisation. Si cette francisation avait eu lieu, il y aurait effectivement 46 millions de citoyens algériens qui seraient des citoyens français. Donc c'était une vision très très réaliste. Il avait raison de s'inquiéter. Monsieur l'ambassadeur, nous avons Rodolphe qui nous appelle de Laméac dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Bon, Bonjour, vous connaissez l'Algérie, Rodolphe? Oui.
Absolument, puisque j'y suis arrivé en 1963. J'y suis resté 7 ans. Mes parents étaient professeurs à Oran. J'habitais à Oran, peut-être que ça va parler. C'était à la cité Jeanne d'Arc. Voilà. Donc vous êtes né dans la coopération. Vous n'étiez pas quelqu'un qui quittait l'Algérie. Vous y arriviez au moment de l'indépendance. Absolument. Il y avait encore quelques militaires français à Mousser et Merzem-Kébir. Et je me rappelle, moi, avoir été à l'école à Oran et avoir eu, le soir, quand je rentrais chez moi, jouer avec les petits Algériens dans la rue. Il n'y avait aucun échange de violent, que ce soit verbalement ou même physiquement. C'est une ville où j'ai découvert, c'est un pays où j'ai découvert ce que c'était qu'un aéroport, parce qu'il fallait se déplacer à Toulouse depuis la mer pour prendre l'avion. J'avais l'accès à un pays qui était magnifique, que ce soit la montagne des Lions ou les plages. Et il n'y avait aucune violence vis-à-vis des coopérants français. Alors, comment vous expliquez la dégradation de ces relations ? Alors, je pense qu'il y a eu, comme il était expliqué tout à l'heure, un mouvement ou un effet de société, avec peut-être des gouvernements, donc après Monsieur Bouteflika et compagnie, qui ont voulu faire payer quelque chose à la France. Et donc, il y a eu cette prise de position de la part d'une certaine jeunesse, et je la trouve encore plus violente en France lorsque je rencontre des Algériens qui sont installés en France, et il y a la génération ancienne même arrive à se plaindre de cette prise de position de ces jeunes qui sont absolument violents verbalement, etc., qui prennent des positions très très dures. Alors que moi, je n'ai pas connu ça de l'Algérie. C'était un pays magnifique où il faisait très bon vivre. Et je tombe des nues chaque fois que j'entends parler de violence, de racailles, etc., quoi. Je comprends pas. Même moi, je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, j'ai traversé le monde, toute l'Afrique et même l'Europe de l'Est. Et c'est vrai que j'avais ressenti quelque chose lorsque les forces soviétiques se sont installés dans le port de Merzem-Kébir. Il y a eu un changement radical. On ne pouvait plus approcher ces secteurs-là parce que c'était gardé par des soldats russes et ainsi de suite. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que le déclic s'est passé par là? C'était dans les années 72, 73. Est-ce que ça vient de là? C'est pas possible. À mon avis, c'est pas possible. Rodolphe, Xavier Driancourt va vous répondre dans quelques instants. On se retrouve. Appelez-nous au 0826 300 300. Je reçois l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Et évidemment, nous dissertons, nous essayons de comprendre ce qui a pu se passer et surtout s'il reste des lueurs d'espoir pour améliorer la relation entre nos deux nations. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Arche le vélo. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je suis avec Xavier Driancourt, nous essayons de comprendre ce qui s'est passé en Algérie et voir s'il pourrait y avoir une relation meilleure entre Paris et Alger au vu des souffrances, des malentendus et des crispations qui ont... Nous avions un intervenant à l'instant, monsieur l'ambassadeur, il allait à peu près dans votre sens. Oui, tout à fait. La soviétisation du régime. Rodolphe, je crois qu'il faisait bien la distinction entre les Algériens en Algérie, qu'il a connu, disait-il, et qui sont extrêmement chaleureux, sympathiques, ouverts. Moi, j'ai été partout où je me suis déplacé pendant mes presque 8 années comme ambassadeur. J'ai été partout extrêmement bien accueilli. La gentillesse de ces gens est quelque chose d'exceptionnel. Qui prouve que la France n'a pas une image calamiteuse. Comme la France n'a pas du tout l'image de l'ancien colonisateur que le pouvoir algérien voudrait diffuser. Mais le problème de la jeune génération, notamment qui est en France, c'est qu'elle se sent mal à l'aise des deux côtés de la Méditerranée, mal intégrée en France, parfois rejetée également en Algérie. Donc c'est une génération qui n'a pas de relation avec la France, avec l'Algérie. Alors elle brandit le drapeau algérien lors des matchs de football. Il y a
tous les incidents que nous pouvons connaître, mais ça reflète surtout le fait qu'elle n'est intégrée ni en France ni en Algérie. Est-ce qu'il y a des mauvais esprits, des mauvaises volontés qui, au sein du pouvoir algérien, entretiennent au sein de la communauté algérienne en France une tension, une animosité? Oui. Est-ce qu'on souffle sur les braises? Oui, et je pense que c'est une grande différence entre le régime Bouteflika et Tebboune. Tebboune a comme modèle Erdogan. Et donc, le président turc qui instrumentalise la communauté turque de France et surtout d'Allemagne. Ouvertement. Et je pense que c'est le modèle pour le régime algérien actuel. Alors que Bouteflika, je dis pas, on n'en avait rien à fiche, mais enfin, les Algériens qui étaient venus s'installer en France, c'était le fruit de l'histoire et c'était pas son problème. Il les considérait comme étant algériens de l'étranger ou étant français d'origine algérienne, alors que Tebboune, lui, a compris qu'il pouvait influencer finalement le débat politique français grâce à cette partie de la population. Vous considérez, monsieur l'ambassadeur, comme certains observateurs et sociologues et historiens le prétendent, qu'il y a une partie aujourd'hui des Algériens de France et des Algériens en France qui ne veulent pas s'intégrer, encore moins s'assimiler, et qu'ils joueront longtemps, tant qu'ils auront la possibilité de s'exprimer de cette façon, la crispation, la tension et la haine? Oui, c'est une réalité à laquelle nous devons prêter attention, évidemment. Que faire? Quelle main tendre? Celle du bâton? Là, c'est un autre. Ou la branche d'olivier? C'est un autre débat. Je crois que c'est ni le bâton ni l'olivier, mais quand vous arrivez dans un autre pays où vous voulez vous installer, parce que c'est ça la réalité, c'est comme dans le fond, lorsque vous achetez un appartement, le règlement de copropriété, il vous est imposé. Très bel exemple. Quand vous arrivez dans un pays, vous n'avez pas à changer le règlement de copropriété du pays, c'est-à-dire les institutions, la loi, le cadre législatif, administratif du pays. Donc voilà, vous faites le choix d'aller vous installer en Allemagne, en France ou en Grande-Bretagne, vous souscrivez au règlement de copropriété du pays que vous choisissez. Est-ce que la République algérienne, depuis 62, depuis l'arrivée du FLN, donc Ben Bella et Boumedienne, est-ce qu'elle s'est islamisée? Est-ce qu'elle s'est radicalisée du point de vue de l'intégrisme religieux? Oui, et je pense que la décennie noire, qui est la guerre civile algérienne de 1904-2001, en gros... C'est une véritable atrocité, rappelons-le, pour ceux qui étaient jeunes à l'époque. Cette guerre civile entre les islamistes... qui étaient à ce moment-là les barbus qui revenaient d'Afghanistan, beaucoup d'entre eux. Et dont le parti avait gagné les élections législatives. Le Front islamique du Salut, avait gagné les élections municipales et aurait gagné les élections législatives si le processus électoral n'avait pas été interrompu. Parenthèse, monsieur l'ambassadeur, pourquoi? Le rejet du pouvoir était tel que la population algérienne voulait... le rejet du pouvoir, le rejet de la corruption, le parti unique, les conditions de vie. Moi, j'étais allé en Algérie déjà à l'époque. Les conditions de vie étaient quand même très difficiles. Pays riche, population pauvre, très pauvre. Donc il y avait un rejet de toute l'institution, de toute la nomenclature algérienne. Et donc la guerre civile a généré quand même un mouvement de rapprochement avec la religion, pour parler simple. On pourrait dire d'islamisation ou de religiosité. Voilà. Et puis ça se traduit encore aujourd'hui finalement avec la poursuite de ce mouvement religieux qui est entretenu par le pouvoir. Le Bouteflika avait réintégré les islamistes dans le jeu politique en leur disant vous déposez vos armes et vous revenez dans la société civile. Mais aujourd'hui, le phénomène nouveau, c'est qu'il y a une alliance tacite entre l'armée et les islamistes, alors qu'ils se sont combattus. Oui. Violemment, mais ils ont le même agenda, c'est-à-dire d'éradiquer, d'éliminer l'influence politique, culturelle, linguistique française.
Donc on a en Algérie le même Donc, phénomène. Il y a une alliance militaro-islamiste. Qui va à l'encontre de toute possibilité de solution, de réconciliation, de reconstruction d'un avenir commun. Ce que vous dites là est tragique, monsieur l'ambassadeur. C'est tragique, mais je vous disais dans l'intervalle, là, pendant la pause, que je ne suis pas du tout optimiste pour la suite concernant l'Algérie et la relation entre la France et l'Algérie. Si ce n'est à la rigueur et par dépit d'adopter une position de fermeté, de rigueur, telle que Bruno Retailleau a commencé à l'engager. À partir du moment où la réconciliation sur des bases communes est très difficile, voire impossible, il faut que le pays, que la France défende avant tout ses intérêts. Est-ce qu'on peut un jour quand même envisager, rien n'est irréversible, et on a vu les plus grands ennemis après des guerres de religion très violentes, est-ce que pour autant l'Algérie a intérêt un jour à renouer avec la France des relations constructives? Oui, c'est évident. Plus elle que nous, ou nous aussi? Non, plus elle que nous, l'Algérie, parce que chaque Algérien a un frère, un oncle, un cousin, une grand-mère en France. Donc il y a un intérêt évident de la part des gouvernements algériens, quels qu'ils soient, à avoir une relation je dis pas amicale, mais apaisée, normalisée avec la France. Et capacité de nuisance de ces éléments algériens qui sont en France, soit qu'ils soient français, soit qu'ils soient... Donc ça, c'est l'intérêt du gouvernement, des autorités françaises, de faire en sorte que cette population ne soit pas source de grandes difficultés. Certains hauts responsables de la police sont inquiets. Oui, certainement. Et vous êtes inquiet aussi? Vous pensez que ça peut s'aggraver? Il peut y avoir des points de tension? Là, on touche à toute la politique dite d'intégration, aux échecs successifs de cette politique. Mais encore une fois, on revient à ce que nous disions tout à l'heure, l'accord de 68. L'accord de 68 facilite le flux entrant en France. Or, le flux sortant, les OQTF, lui est bloqué. Donc il y a un moment où il faut pouvoir débloquer cette situation. Donc il faut tout simplement que la République retrouve ses prérogatives, sa fermeté, sa dignité, tout en restant la République française, on est d'accord? Oui, mais encore une fois, le règlement de copropriété, c'est-à-dire la Constitution et les institutions approuvées par les Français, voilà, il faut y adhérer, il faut adhérer à ce socle commun, pour reprendre un vocable qu'on utilise par ailleurs, à ce socle juridique, administratif commun qui est la loi commune pour tous les Français ou pour tous ceux qui vivent sur le territoire français. Au peuple français de choisir les gouvernants qui iront dans un sens ou dans un autre. Voilà la réponse au suffrage universel. Xavier Driancourt, monsieur l'ambassadeur, merci infiniment d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui. Cette conversation a été passionnante. Je me permettrai de faire appel à votre mémoire, à votre expérience, si la situation devait évoluer. Et je pense qu'elle évoluera, espérons, dans le bon sens. Merci à tous, je vous dis à demain et je vous laisse avec Brigitte Lahaye pour des considérations beaucoup plus attendrissantes. Merci, à demain.